quand même. Bon, alors, allons-y sur cet écran de fonction que j'aime tant, qui m'est très utile sans arrêt. Vraiment, Desmos, c'est un truc super sympa pour représenter les fonctions et pour les animer. Là, je vous ai mis une petite fonction qui s'appelle l'exponentielle, que vous avez sûrement euh, tous déjà vu. Enfin, si vous ne l'avez pas vu en cours, vous l'avez vu dans la vie, parce que c'est une fonction qui représente des tas de trucs réels, qui peut par exemple représenter l'explosion d'une population de lapins, comme c'est arrivé en Australie. Euh, c'est une fonction qui multiplie sa valeur régulièrement à tous les intervalles de temps. Euh, à 0, elle vaut 1. À 1, elle va valoir 2,7 fois plus. À 2, elle va valoir encore 2,7 fois plus. Et à chaque fois, elle va se multiplier par 2,7. Vous allez me demander pourquoi 2,7 et pourquoi pas 2 ou 3. Eh ben, en fait, c'est une valeur très particulière. On va dire qu'elle est ajustée pour avoir une propriété qui est complètement dingue. C'est que cette fonction va être égale à sa vitesse de variation. Et donc si j'envoyais ça directement dans une animation Blender, par exemple pour régler la hauteur d'un objet, eh ben, on aurait la vitesse de l'objet qui serait égale à la hauteur de l'objet. C'est-à-dire à la hauteur 6 mètres de haut, quand il sera à 6 mètres de haut, eh ben, il ira à 6 mètres secondes en vitesse. Et ça, c'est possible qu'en prenant cette constante à la noix qui vaut 2,7. Bref. Bon. Il y a un grand matheux qui disait que c'était la fonction la plus utile des mathématiques, la plus célèbre. Enfin bon, il y en a partout. Bref, alors là, on ne peut pas forcément faire grand-chose directement tel quel, parce que c'est une animation de fou. C'est un truc qui s'emballe, ça correspond à un objet qui fout le camp, qui augmente super vite, et du coup, bah, c'est pas drôle de faire des animations avec des objets qui foutent le camp et qu'on voit plus, quoi. Donc on a envie d'avoir des objets euh, qui restent là. Alors je peux faire un truc assez sympa avec cette fonction. Euh, c'est en fabriquer une autre, ici. Alors ce qui est bien, c'est que dans les mathématiques en général, ça fonctionne comme ça, dans Desmos aussi. J'ai défini une fonction Vx, je peux la réutiliser après. C'est-à-dire que là, si je lui demande euh, à nouveau de me faire un Vx, il le redessine. Bon, il le redessine sur l'autre, donc on ne le voit pas. J'enlève l'autre, bon, ok. Ce qui fait que si je veux modifier ma fonction, lui rajouter 1 par exemple, ça se voit tout de suite, elle est un cran plus haut. Bon, mais en fait, il y a une fonction que j'aime beaucoup, qui est fabriquée à partir de celle-là, qui n'est pas très compliquée. Je prends ma fonction exponentielle, ma fonction Vx, et je divise par elle-même. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est naze, si tu divises un truc par lui-même, c'est égal à 1. Mais je vais rajouter un petit truc, je vais rajouter un plus 1. Et là, ça me fait un truc très intéressant. Ça me fait une fonction transition qui très mollement passe de 0 à 1. Et alors, ça, c'est vraiment super utile en animation quand on veut passer d'une position à une autre d'une façon super soft. Et donc, bah, on va le faire tout de suite, on va l'utiliser directement. Donc, bah, je vais passer dans Blender, si vous le permettez. Pouf. Alors, j'étais déjà en train de faire des trucs dans Blender tout à l'heure, que je vais enlever. J'avais déjà fait un petit script tout simple qui permet justement d'animer un objet. Et bah, donc ça tombe bien, euh, on va animer notre objet avec notre fonction qu'on vient de voir. Alors, bon, là je l'ai un peu modifié. Pouf, la voilà. Alors, ce que vous avez ici, là, ce truc-là, je vais le grossir un peu, c'est l'équivalent exact de ce qu'on a là-haut. Notre fraction, là, Vx sur Vx plus 1. Bon, alors ça, c'est traduit en script. Simplement, bon, il y a peut-être une petite confusion possible dans les notations, parce que ce que j'ai appelé Vx ici dans Desmos, c'est ma fonction vitesse. Bon, dans le script, c'est toute la fonction. Mais bref, j'ai la même chose, j'ai mon exponentiel divisé par mon exponentiel plus 1. Et donc ça, c'est une fonction transition qui peut être assez sympa et que je peux utiliser pour déplacer l'objet qui est là.
Objet qui est là, bon, il est dans une drôle de position, mais c'est parce que j'ai fait des trucs avant. Donc ça, c'est pas grave. Euh, alors, comme c'est juste, j'ai une question, je ne peux pas m'empêcher de regarder, hein. À chaque fois que tu donnes des effets, tu utilises des fonctions mathématiques. Ah, à chaque fois que je fais des animations, non. Je réponds à la question d'Yoann, mais on retourne à ça tout de suite. Parce qu'en fait, c'est une question qui n'est pas, qui est pas du tout idiote. Et c'est une question qu'on se pose d'ailleurs sans arrêt en pratique. Est-ce qu'il vaut mieux faire les choses de façon manuelle, comme on le fait dans Blender, c'est-à-dire quand on veut animer un objet, on dit à tel moment il est là, et puis un peu après il est là. Et Blender se démerde pour faire le mouvement. Il fait ce qu'on appelle une interpolation en maths. Il passe doucement, d'une façon très fluide, très jolie, entre la première position que vous avez donnée et la deuxième. Et avec ça, on fait déjà plein de trucs. Oui, mais il y a des cas où ça ne marche pas. Si vous avez 500 objets à animer, vous pouvez essayer. Hein. Donc vous commencez le 1er janvier et puis vous avez fini aux alentours mi-février, on va dire. Et mi-février, vous vous rendez compte que vous avez déconné, que l'animation n'est pas tout à fait comme vous voulez. Donc c'est reparti, vous faites votre truc jusqu'en mars. Bon, si vous automatisez le truc en Python, vous pouvez faire des essais super rapidement. Bon, il faut faire le programme en Python, mais une fois que vous le lancez, c'est super rapide et vous pouvez après ajuster les constantes. Alors ça, ajuster les constantes, c'est un truc que je vais faire là. On le fait sans arrêt, ajuster les constantes. Euh, Vous allez voir, parce que les animations, elles vont jamais, il y a toujours un petit truc à modifier. Mais on change un nombre, on relance le script qui fabrique l'animation et ça va super vite. Alors, comme là, c'est un essai, qu'on ne va pas trop rentrer dans les détails, le script qui est là, il sert justement à animer notre cylindre, qui est ici, à lui donner une position et une rotation à chaque instant de la scène. La scène telle qu'elle est là, elle est constituée de 250 images, parce que vous savez que Blender, c'est un programme qui est destiné à faire des animations, des films. Dans mon cas, c'est 30 images par seconde qui permettent d'animer les personnages progressivement. Et donc, en fait, il suffit simplement de générer les positions sur ces 250 images, et on a un mouvement, une illusion de mouvement qui est créée. Bon, donc là, j'ai un mouvement qui vient de ce que j'ai fait tout à l'heure, mais je ne vais même pas l'enlever parce qu'il va être simplement effacé par ce qu'on va faire. Alors, il y a quand même un truc à comprendre. C'est pas ça, ça on s'en fout. Voilà, c'est ce qu'il y a dans cette petite boucle là. Cette petite boucle, elle va préciser la position et la rotation de l'objet à chacun de ces frames, à chacune de ces images, pour chacune des 250. Et en gros, il faut que je précise mon X, mon Y, mon Z, qui vont être la position de l'objet. Donc en fait, ça va juste le faire bouger en haut, en bas, à droite, à gauche, si je change ces paramètres-là, et les paramètres de rotation, qui eux vont faire tourner l'objet. Bon, je vais effacer ces anciennes formules parce qu'elles datent de tout à l'heure. Je les enlève. Pouf. Et là, pour l'instant, mon objet, il ne va même pas tourner. Et donc, si je lance mon script, euh, il va créer une animation avec un objet qui ne bouge pas. Il est là. Il est positionné en 0. Et si je lance mon animation, eh ben, mon objet, il ne bouge pas. C'est-à-dire que pour les 250 images, même position, même rotation, nul, il est en 0, 0, 0. Il a une rotation de 0, 0, 0. Bon, je suis bien d'accord, c'est naze. Bon, en plus, il est dans le sol. Bon, donc je vais le faire sortir un peu. Je vais mettre 2 en hauteur. Pouf, je relance mon script. Et là, mon objet, il est en hauteur. Et ce que je viens de faire, c'est justement un ajustement de constante. Et ça, justement, on le fait sans arrêt. Alors vous avez vu, ça va vite. Hein. Je me dis, ah, ça va pas, j'aimerais bien avoir ça. J'aimerais bien qu'il soit plus haut. Je change mon Z, j'appuie sur la flèche. Le truc, il me refait toutes les images clés, qu'on appelle d'ailleurs des keyframes, toutes les positions clés pour chacune des images. Il me fait donc les 250 keyframes, les 250 images clés, en un clin d'œil. Bon, alors maintenant, c'est peut-être le moment de faire bouger quand même un truc, parce que sinon, vous allez vous demander ce que vous foutez là, si rien bouge. Et donc, j'ai ma fonction là-haut qui s'appelle V2X et qui correspond, vous vous souvenez, à ça, à ce petit mouvement qui passe de 0 à 1. Je pourrais par exemple l'ajouter à Z. Alors,
c'est simple, hein, il suffit juste que je fasse plus v de x. X qui est la variable. Alors, sauf que x n'est pas la bonne variable. Parce que ici, c'est pas un x abstrait, c'est le x qui va correspondre au numéro de l'image, au numéro du frame. J'emploierai souvent le mot frame parce que dans le métier on dit frame, c'est le numéro de l'image. Donc, le numéro de frame, je l'ai appelé frame tout simplement. Ce qui fait que si je mets frame ici, eh ben, je vais simplement obtenir le mouvement dont je vous parle. Je peux même le faire aussi d'ailleurs directement pour qu'on voit la courbe. Je peux le faire dans Desmos immédiatement. Il faut que j'aille dans Desmos moi aussi. Et donc simplement, au lieu d'avoir juste ça, j'ai ça, plus 2. Donc le truc, il est un peu plus haut, il est décalé vers le haut, ce qui fait que je passe plus d'une position de 0 à 1, je passe d'une position de 2 à 3, à peu près. Et donc, bah, on y va, on va voir ce que ça va donner, j'ai envie de voir ce que ça va donner, je lance mon script, il n'y a pas d'erreur, et donc qu'est-ce qu'elle donne mon animation? Elle va me donner un truc assez naze en fait. Un truc super naze. Juste au début de ma scène, l'objet il bouge un tout petit peu. Ouais, bah donc c'est pourquoi pourquoi juste au début de ma scène. Alors retournons voir le graphe. Ben oui, parce que là le mouvement il se fait mais autour du frame 0. Et donc c'est pas marrant. Alors ce qu'il faudrait faire, c'est retarder ce truc, qu'il n'ait pas lieu ici mais qu'il ait lieu vachement plus tard. Alors permettez, j'ai pas le nombre de viewers, je vais voir s'il y a des gens qui regardent. Ah, j'en ai 3. Merci de votre patience. Bon, les 3 gars, ou 3 filles. Donc, cette petite transition, j'ai pas envie qu'elle ait lieu là, j'ai envie qu'elle ait lieu par exemple en 50. Donc il faudrait que je retarde ce truc. Donc ici, ce X qui correspond au temps, comment je peux faire pour... qu'est-ce que je peux lui faire pour que tout arrive 50 frames plus tard? Il suffit que j'enlève 50. Si je rajoute moins 50 ici, et moins 50 là, ce qui se passe en fait, c'est que mon X, il vaut 50 de moins. Et donc, il va arriver à faire ma transition que en 50. Et donc, je fais ça dans Blender et ça va être immédiat. Pouf, je fais dans Blender. Il faut faire gaffe, il faut toujours y aller pour vous et pour moi. Parce que si je peux très bien aller dans Blender sans vous le voyez, ça c'est pas bien. Ok, et donc, je peux le faire ici tout bêtement, je peux enlever 50 là. Je fais moins 50 ici. Je peux le faire à différents endroits. Je pourrais le faire aussi dans ma formule, mais là c'est vachement plus simple de le faire ici. Je lance mon calcul, parce que c'est un calcul, et je regarde ce qui se passe avec mon animation. Pouf, et là effectivement l'objet il bouge pile en 50. Zou. Et ça c'est quand même assez cool. Alors un truc marrant c'est que je pourrais très bien le faire revenir à sa place juste après. Alors je vais vous montrer à quoi ça correspond. Là. Bon, alors en fait, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais changer les noms des lettres qui ne correspondent pas à ce qu'il y a dans Blender, donc c'est un peu chiant. L'exponentielle, je vais l'appeler E tout simplement. E ici, très bien. Et cette fonction, là, il veut plus. Qu'est-ce qui ne va pas? Alors attendez. Si je fais X, il va peut-être pas vouloir non plus. Il faut lui donner un autre nom. Allez, grand E, il va bien vouloir. Parce qu'un changement de nom, normalement, ça ne va pas poser problème. Voilà, là c'est bon. Et donc cette fonction transition, là, entre 0 et 1, je vais lui donner un nom aussi. Il faut toujours donner des noms aux trucs quand on programme, c'est plus clair. Je vais l'appeler T de X tout simplement. T de X comme transition. Voilà, et donc là, il me fait le graphe. Là, c'est bien. Je l'affiche ici, T de X. Pouf. Ma fonction de transition, je vais enlever le moins 50 parce que c'est pas là que je veux le 50. Je vais le rajouter après si besoin est ici. Voilà. Donc, ce que j'ai, c'est ici ma fonction de transition, comme tout à l'heure, la fonction canonique la plus simple qui soit.
Euh, je regarde encore si j'ai du monde. Ah, j'ai plus qu'un viewer, ils ont foutu le camp, je les ai blasés. Je vais continuer pour celui qui est encore là. Je sais pas qui c'est, mais merci à toi d'être encore là. Donc ce T2X, ce que je peux lui faire, c'est le retarder, comme je vous l'ai dit, je peux le retarder de... Enfin pas vous, je dis tu maintenant, puisque tu es tout seul, comme je t'ai dit. Si j'enlève 10, le truc, il est 10 frames plus tard. Et je peux très bien ajouter une autre transition à celle-là. Hop. Qui va être 20 plus tard. Et donc là, ça me fait deux transitions l'une après l'autre. Et là, ce qui se passe est vachement intéressant. Merci Fan. Merci d'être là. Là, c'est là que ça commence, en fait, c'est là que ça commence à être rigolo. C'est quand on a un objet comme ça, une fonction, et qu'on peut la composer, l'utiliser pour faire d'autres trucs. Et donc là, avec ce truc-là, eh ben, je passe d'une position à une deuxième et d'une deuxième à une troisième. Je peux le faire dans Blender assez rapidement, je pense. On va le faire parce que c'est rigolo de voir comme c'est simple. Hop, voilà. Donc là, il va changer deux fois de position. Il va être en 2. Aux alentours du frame 20, il va monter d'un cran, il va passer en 3. Aux alentours du frame 50, il va passer en 4. Je lance le truc. Je me mets avec une vue un peu plus sympa parce que comme on fait des choses absolument magnifiques, il faut les voir en gros. Hop, voilà, c'est bon. Et donc là, si je lance l'animation, hop, hop, et voilà. Donc il me fait mes deux mouvements. Donc ça, c'est assez marrant. Bon, il faut savoir qu'en script, quand on commence à faire ce genre de choses, alors, tiens, j'ai une question de Johan qui est revenu. Et si tu ajoutes plus 20, est-ce que ça zoome ou dézoome? Alors, ça dépend où. Si j'ajoute 20, parce qu'il y a tellement de trucs ici, en fait, Johan, donc je pourrais ajouter 20 à plein d'endroits. Si j'ajoutais 20 ici, bah, simplement, bah, il se passerait exactement ça. C'est-à-dire que si j'ajoutais 20 là, eh ben, ma courbe, elle serait 20 crans plus haut, elle serait invisible, elle serait vachement plus haute. Et en fait, en gros, c'est ce qui arriverait à mon objet, il disparaîtrait. Euh, mais c'est peut-être pas là que tu voulais dire, en fait. C'est peut-être pas là que tu voulais dire j'ajoute 20. En fait, c'est ce qui se passe souvent en maths. Quand on veut poser des questions, il faut être super précis parce que c'est vrai que pour te répondre, je suis embêté. Si tu ajoutes 20 à quel endroit? Parce que tu pourrais ajouter 20 comme facteur multiplicateur aussi. Là, ça amplifierait les transitions. Tu pourrais le rajouter devant les frames ici. Ça aurait un autre effet encore. Ça accélérerait la vitesse du truc. Enfin, on en parlera de tous ces trucs-là. Mais en tout cas, mes chers amis, pour que je puisse répondre. Ah, ça y est, il m'a répondu, Johan. Johan. Donc, ah, d'accord, je pige ce que tu veux dire. Si je mettais plus 20 ici. Bon, en fait, là, le moins 20, il sert à retarder la transition. On va retourner dans Desmos parce que tout ça, c'est super clair dans Desmos. Donc, en fait, là, ce moins 20, il correspond au moment où a lieu cette transition. Tu vois, là, ça se passe en 20, c'est parce que j'ai mis moins 20. J'ai retardé la transition de 20 frames. Le X qui correspond au temps, je lui ai mis un moins 20 dans la gueule. Ça veut dire qu'en fait, tous les efforts qu'il fait pour bouger, eh ben, ils auront lieu 20 frames plus tard. Mais si je mets un plus 20 à la place, eh ben, ils vont avoir lieu 20 frames plus tôt. Et donc, regarde ce qui se passe. En fait, bah, du coup, ma transition, elle est dans les négatifs. Et donc, du coup, on ne les voit même pas dans l'animation, parce que l'animation, elle commence à partir du frame 0. Donc, c'est pour ça que je garderai toujours des moins quelque chose. Voilà. Alors, d'autres trucs qui sont intéressants là-dedans, qui permettent de comprendre le genre de manipulation qu'on peut faire. Bon, comme je vous le disais, si j'ajoute une valeur, par exemple plus 3, pouf, ça m'augmente toute 3. Ça me remonte ma courbe de 3. Et en fait, la position de mon objet, tout au long de l'animation, elle sera 3 plus haut, à chacun des instants. Le mouvement qu'elle faisait avant, bah, elle fait le même, mais 3 plus haut. Euh,
Donc, alors, le truc qu'il faut bien comprendre, hein, ce qu'il y a ici, cette première transition, ça correspond à la petite bosse qui est là. Et la deuxième, le deuxième T, ça correspond à la deuxième petite bosse. Et si je mets un facteur multiplicateur, ici par exemple, si je mets 3 fois, eh ben, ça va plus me faire une petite bosse, ça va me faire une grosse bosse. 3 fois. Pouf, là j'ai une grosse bosse. Eh ben, en fait, c'est normal parce que les transitions T, je vous les remonte toutes seules. Je vous remets la transition seule. Elle provoque une augmentation, juste une pauvre petite augmentation de 1. Elle passe de 0 à 1. Mais donc, si je retourne sur ma fonction composite, si je mets un 3 ici, si je mets 3 fois ce truc-là, eh ben ça me fait toujours un petit bump, mais 3 fois plus grand. Donc ce qui fait qu'en fait, je passe de là où je suis ici. Alors en fait, normalement, ouais, ce logiciel, quand vous cliquez dessus, vous avez même la hauteur. Je suis à 4 à peu près, et là je vais monter de 3, puisque je multiplie par 3, et je vais arriver à 7. Effectivement, je suis à peu près à 7. Euh, et donc en fait, avec toute une série de ces trucs-là, vous pouvez faire une animation euh, super compliquée en fait. Alors évidemment, bah, c'est la question de Johan tout à l'heure. Je regarde encore, je ne peux pas m'empêcher de regarder combien de gens. Il y en a 3. Ah, je suis content. Euh, c'est la question que tu posais tout à l'heure. Est-ce qu'on ne peut pas faire ça à la main? Alors là, effectivement, une animation comme ça, tu l'as fait à la main sans problème. Il suffit juste d'ajouter dans Blender, tu mets 1, 2, 3 positions clés et il te fait à peu près ça. Seulement, imagine que j'ai envie de faire un mouvement en escalier ou le truc qui fasse 50 positions différentes. C'est possible ça. C'est très possible, 50 positions différentes, à chaque fois avec une petite, une petite montée. Alors si tu veux le faire à la main, bonjour. Bon, eh ben, on va le faire dans Blender ça. C'est une idée que j'ai maintenant, là, mais c'est le genre d'idée qu'on a envie de réaliser tout de suite quand c'est simple. Euh, mais il va y avoir une petite subtilité quand même. Une petite subtilité. Donc en fait, ce que j'aimerais faire, c'est ce truc-là, là, ici, là, mais en rajouter plein. Mettre des plus V-frame, moins 20, moins 30, moins 40, moins 50, etc., etc., etc. Mais pas le faire à la main. J'ai pas envie de faire ça à la main. J'ai pas envie de taper ça à la main non plus. Surtout qu'en plus, si je le tape à la main, après, je risque de changer d'avis, de me dire, ah, j'ai mis 20 frames entre chaque petit bump. Ah, j'aimerais mieux 30. Je vais pas me retaper tout, quoi. Et donc, on peut faire ça grâce à une boucle qu'on va faire ici. Alors, je vais couper ce truc parce que je vais en avoir besoin après. La programmation, c'est énormément de copier-coller quand on est un feignant. Et là, je vais rajouter donc une petite boucle qui va rajouter des trucs comme ça. Donc les boucles, je ne sais pas ce que vous savez en Python, ça se fait avec for. Euh, donc on va pouvoir faire une opération répétitive ici en fait. Une opération répétitive qui va être toute la même, toutes les fois la même, mais il y a quand même un truc qui va changer, c'est un nombre que je vais appeler i, qui lui va varier. Et il va varier de combien à combien. Ça se précise avec ce mot-clé qui s'appelle range. Range, c'est justement une... Comment on traduit range en français? Une étendue. Voilà. Donc ce mot i, il va aller de 1 par exemple, de 0. Il y a un truc particulier avec range, c'est que le premier ne compte pas. Le 0 c'est exclu, donc on va aller de 1 mettons à 10. Et ça va me permettre de rajouter 10 petits bumps. Il y a des trucs qui ont été écrits. Juste un niveau licence en Python. Ouais, donc, Johan, tu vas t'emmerder un peu. Mais il y en a peut-être d'autres parmi les trois qui savent moins de trucs. Puis en plus, du coup, tu pourras me corriger quand je dirai des conneries. Parce que parfois, j'ai des trous de mémoire en Python qui sont graves. Bref, donc là, je fais ma petite boucle. Et donc, ce truc-là, il va se répéter 10 fois. Pour les valeurs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et donc, ça va me permettre de rajouter mes petits bumps. Alors comment je vais faire? Bah, simplement, ici, je vais dire le Z tel qu'il était avant, ça va être Z, mais auquel je vais ajouter
mon V-frame, mon petit, euh, mon petit saut. Mais là, il est réglé pour 20. Ça ne me va pas, moi je veux que ça varie. Et ben, justement, je vais utiliser le fait que i varie. I, à chaque fois que je fais tourner cette boucle-là, il change de valeur. Donc je vais mettre i ici. Ce qui fait que là, en fait, ça va me rajouter un petit saut positionné en i. C'est-à-dire positionné en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais en fait, à l'image 1, 2, 3, c'est trop près, quoi. On va pas les voir. Donc il faut que je les écarte. Ben, je vais multiplier par 20. Comme ça, mes petits sauts, ils seront à l'image 0, 20, 30, 40, non, 20, 40, 60, 80. Voilà, bref. Bon. J'ai Poisquick qui est là aussi, salut. Oui, oui, for, while, me dis-tu. Bah oui, c'est des trucs qu'on voit. Alors évidemment, toi tu l'as vu en C++, mais c'est quasiment les mêmes trucs. Tiens, je vois que j'ai encore le truc en haut. Je renonce à régler mon écran vert. C'est une atrocité. C'est pas grave. J'espère que vous m'en voulez pas. Bon, bref. Donc là, c'est parti. Je crois que c'est quasiment bon. Je vois pas tellement d'erreur. Il va me rajouter ça 10 fois. Allons-y, lançons. Suspense, il y aura peut-être une erreur, hein. Il n'y a pas d'erreur. Et je lance le truc, mais j'aimerais bien voir où il est le machin. Attends, t'es où toi? Ah, je l'ai plus. Attendez. Je vais aller voir dans le grand écran parce que c'est plus sympa. Je me mets à la première image. Et voyons voir ce que ça donne. Pouf. Et c'est exactement ce que je voulais que ça fasse. Ah, ça, c'est trop bon. C'est trop bon. Alors là, il y a toujours un rush de satisfaction intense. C'est con, hein. C'est juste un truc qui bouge. C'est pas dérangeant l'écran. Cool, me dit-on. Bon. Ça fait son charme pour les... Bon, ok, mais la prochaine fois, je vais quand même essayer de le régler parce que c'est quand même là. Plus ça va, plus c'est grand. À mon avis, c'est parce que la lumière est en train de changer. Et bon, alors en fait, vous allez me pardonner, hein, c'est juste la première fois. Donc, je peux le régler super vite. C'est juste la similarité qui. Voilà. Ah, mais alors par contre, ça m'enlève la gueule. Allez, c'est bon comme ça. Close. Bon, c'est quand même mieux. Ça m'enlève des bouts de gueule, mais c'est pas moi qui suis important. Bref, donc, grosse satisfaction, ça marche. Je relance depuis le début. Allez, ça fait exactement mes petits sauts. Et donc, alors c'est là que maintenant Python va commencer à être payant. Parce que si j'avais fait ça à la main, et que je me dise, ah ouais, mais en fait, je voudrais l'écarter de plus, c'est la merde, il faudrait que je fasse tous les trucs, que je corrige tout, quoi. Alors là, je veux que ce soit plus lent, bah, je mets 30 à la place. J'en veux plus. Bah, au lieu d'en mettre 10 des petits sauts, je vais en mettre 20. Paf, je remplace ça, je lance mon truc, et paf, et ça marche tout de suite. Là, on le voit là. Paf, effectivement, les petits sauts sont plus lents. C'est exactement comme je voulais. Je l'en mets depuis le début. Bon, vous allez me dire, il n'y a pas de quoi se taper le derrière par terre, comme je dis souvent. C'est juste la même chose qu'avant, mais plus lent. N'empêche que ça va plus vite. Script. Euh, bon. Alors, je peux même faire le truc plus compliqué. Alors, regardez, regardez. Je vous montre un truc. Un truc que j'aime bien. Je remonte juste ma fonction transition, toute seule. Elle est là. Je fais un gros zoom. C'est mon bébé fonction transition. Je dis c'est mon bébé parce que je l'utilise vraiment partout. Euh, Regardez ce qui se passe. Elle est là. Euh, alors là, c'est sa définition. Je vais plutôt juste l'écrire toute seule ici. Grand T de X, ça sera plus simple. T de X, voilà, je l'ai là. Regardez ce qui se passe si mon X, je le multiplie par 2. J'ai même d'ailleurs, s'il n'y avait pas Slag, si je puisse avoir directement les réponses par chat, je vous poserai la question. Je vous ferai une devinette. Qu'est-ce qui se passe si je multiplie X par 2? Bah, je vais vous le dire. X représente le temps. Si je multiplie par 2, ça se passe 2 fois plus vite. Tout est accéléré. Et donc ma transition, attention, paf, elle est 2 fois plus rapide. Vous avez vu? Avant c'était ça, maintenant c'est ça. Si à la place je mets 5, pouf, elle est super rapide. Si je mets 100, la transition c'est pouf, un truc d'un coup. Donc ça veut dire qu'en fait, en mettant un paramètre devant ce X là, je peux modifier la vitesse de mes transitions. Ah, c'est marrant. Bon. Et ben je vais faire ça directement dans Blender. Allons-y. On va le faire.
Je retourne dans Blender, à la fois pour moi et pour vous. Et donc ça va se passer où? Eh bien, ça va se passer ici. En fait, ce qui correspond au temps, c'est tout ça là. C'est tout ça. Donc c'est ça que je vais devoir multiplier par quelque chose. Bon, je mets des petites parenthèses autour. Alors pourquoi c'est tout ça? Parce que bon, frame c'était le numéro de l'image. Et ça c'était le retard que j'ai créé pour chaque petit saut. Donc ça c'est vraiment le temps tel qu'il va être injecté dans ma fonction de transition. Que là j'ai appelé V. En fait mes notations c'est un vrai bordel. Parce que là je l'ai appelé T. Bon mais c'est à plusieurs endroits. Ah, c'est pas grave. La prochaine fois je ferai de meilleure cohérence dans mes variables. Bon bref, mais ça c'est ma fonction de transition. Mais en fait, il y a un truc que je ne vous ai pas dit, c'est que les gens qui font de la programmation sont des grands rigides. Et donc, en fait, je me dis, je vais passer outre, mais non, j'arrive pas. Maintenant que je le vois, je peux pas, je peux pas. Ça m'énerve. Et donc, voilà, j'ai mis des T à la place comme transition. Je fais quand même un test pour voir si ça plante. Ça plante pas, donc c'est bon. J'ai T comme transition. Et donc, maintenant, si je veux que ça aille plus vite, les transitions, je peux multiplier. Mais ce que je peux faire en plus, c'est faire que les vitesses soient variables. Tiens, coucou, j'ai un nouveau. Wesh la cité yo. Salut. Bienvenue à toi au nouveau. Je dis au nouveau, mais ça se trouve j'en ai plein. En fait, j'ai pas encore réussi facilement à voir mon nombre de viewers. Ça marche pas, ça s'écrit pas. Je suis obligé d'aller regarder. Il y en a toujours 3. Bon, c'est pas énorme non plus, mais ça va. Alors, ok, revenons à nos moutons. Euh, donc ici, le petit multiplicateur que je vais mettre va régler la vitesse de la transition. Il va donc faire la différence entre une transition toute molle et une transition super rapide. Alors je pourrais mettre 3 ou 4 ici, ça ferait que des transitions rapides, mais ça serait pas marrant. Ce qui serait rigolo, c'est que justement ça change d'une transition à l'autre et que ça dépend justement du i. Je vous rappelle que i c'est le numéro de la transition. Donc si je mets un i ici, par exemple, eh ben, ça va faire des transitions de plus en plus rapides. Euh, alors regardez ce que ça fait. Je lance le truc, pouf, c'est fait, c'est tellement rapide. Je regarde le mouvement que ça crée. Je retourne au début, voyons voir. Donc au début, c'est lent. Ah, ah ouais, c'est de plus en plus rapide. Mais c'est tellement rapide qu'à la fin, ça fait juste un saut. En tout cas, c'est ce qu'on voulait faire. Ça marche. Euh, Ce serait bien que ça soit un peu plus lent quand même. Donc je vais rajouter une constante. Je vais mettre un petit 0,2. Et c'est ce que je vous disais là. Après, c'est le réglage fin en fait. C'est les petites modifications d'un nombre à l'autre euh, qui vont quand même vachement changer le résultat. Et pour l'expressivité du truc, vous êtes sans arrêt après à modifier des petites constantes comme ça. Mais en fait, c'est vachement marrant. Allons voir ce que ça donne. Pouf, je retourne là-bas pour voir l'animation. Je retourne au début. Donc au début, normalement, ça doit être tout mou. Enfin, tout doit être plus mou. Ah, c'est mou. Ah, c'est mou. Ah, mais de moins en moins. Et voilà. Et là, c'est de plus en plus rapide. Cool. Ça marche. Euh, bon. J'ai aucune idée. Je sais même pas où c'est écrit. Je sais pas depuis combien de temps ça dure le live là. J'ai une question. Si tu refais ta fonction avec une autre range, hypothèse, que c'est comme ça que tu fais varier la vitesse de transition entre chaque saut. Je vais répondre à cette question, Johan, mais dans la zone de script. Si tu changes le range, en fait, le range c'est finalement le nombre de valeurs que le i va prendre. C'est le nombre de petits sauts. Donc si je mets un 40 après, j'ai 40 petits sauts. En revanche, j'ai bien peur qu'ils ne tiennent pas dans... Parce que mon film, il va de l'image 0 à l'image 200. Donc si tu fais 40 petits sauts, et qu'entre chacun d'eux, il y a 30 images, donc 30 fois 40, ça fait 1200, donc ça sort. Ce que je peux faire, qui va être marrant, c'est les faire plus proches les uns des autres, les petits sauts. Je vais les faire, mettons, toutes les 8 images. Donc je pense que ça va faire un drôle de mouvement bizarre. Au début, ça va être un peu mou, et puis ça va sautiller. Enfin, je pense que ça va être marrant. Allons-y.
Donc là, je répète, hein, les petits sauts sont beaucoup plus proches les uns des autres, et les premiers sauts sont beaucoup plus mous. Alors allons-y. Pouf, depuis le début. Ouais, là, c'est vachement mou, et puis voilà, c'est ça. Et là, on commence à voir les petits sautillements. Alors, il faudrait que je m'éloigne un peu pour qu'on puisse voir. Je mets depuis le début de l'image, voilà. Tac, 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 ça accélère. Et comme prévu, ils sont de plus en plus brutaux. Bon, voilà. Bon, alors ça, c'est vraiment le genre de truc qu'on fait pas à la main, quoi. Si vous voulez faire ça à la main, c'est un cauchemar. Euh, et là, moi, ça me prend mais un rien de temps d'ajuster les constantes et de faire la modif que je veux faire. Alors, là, c'est pas encore très spectaculaire. Ça devient spectaculaire quand on a plusieurs objets. Parce que ce que je peux faire, là, je peux le faire avec 2, 3, 4, 500, 1000 objets. 1000 petits objets. Et, et là, on peut faire de vraies chorégraphies, quoi. C'est une danse et des tas de trucs qui peuvent être vachement spectaculaires. Et là, ça devient vraiment fun. Alors, après, c'est vrai que pour bien piger ça, pour bien faire ce genre de truc, bah, il faut jouer. Il faut le faire soi-même. Se dire, tiens, j'ai envie de faire ça. Allez, j'essaie. Et c'est comme ça qu'on finit par progresser, par comprendre, mais pas en programmation Python, hein. En fait, on finit par avoir un feeling mathématique sur les fonctions. C'est-à-dire ce que je vous montrais tout à l'heure. Ça, là. Sur le fait de modifier telle ou telle valeur, quel impact ça va avoir sur ma fonction. Par exemple, le fait de comprendre que si je mets un petit multiplicateur qui s'appelle A, je peux en faire une tirette, hein, et que je le modifie, ça va changer la vitesse de transition. Avoir ce genre de feeling, c'est vachement agréable, c'est vachement intuitif, c'est beaucoup moins con que ce qu'on fait en cours, où en général on fait on fait des procédures de calcul pour arriver à un tableau de variation dont vous avez rien à foutre, et moi non plus. Euh, Là, on finit par avoir un feeling et qui après peut se concrétiser euh, dans un truc vivant, quoi. Alors j'avais une autre question en haut. Oui, c'est ça. Passe poisse-couille. Tu modélises et animes des personnages 3D aussi uniquement avec euh, ou uniquement des items. Non, mais ça m'arrive aussi de modéliser des personnages 3D. Mais dès que tu modélises des personnages, là, on est beaucoup plus dans l'artistique et dans l'expressivité, quoi. Et là, tu n'utilises pas tellement de. Si j'ai un personnage qui doit faire un mouvement comme ça, par exemple, il a la main là et il la met sur la tête, ça va pas être du Python. Ça va être beaucoup de travail. Parce que d'ailleurs, vous savez peut-être qu'un personnage dans Blender, il a plein d'articulations comme nous pour faire les mouvements des mains. Donc il faut régler les positions de chacune des articulations. C'est un peu un cauchemar en fait. Donc là aussi, vous pouvez définir des positions clés et, euh, et donc lui dire tu passes de là à là. C'est long à faire. Donc il faut régler les positions de toutes les articulations. Si vous lui donnez deux positions, il y a de grandes chances pour que entre les deux ça merde. Par exemple, la main, elle arrive, elle passe à travers le crâne et qu'elle réapparaisse là. Donc il faut régler des tas de trucs. C'est assez complexe. Donc c'est pas vraiment du Python. Euh, et c'est un métier, hein. Il y a des gars qui sont des animateurs. Et si vous regardez les films qui sont produits par Blender, il y en a certains où on voit un personnage ridiculement simple, un pauvre chien schématique, c'est juste une boule avec deux yeux. Ils réussissent, ces gars-là, à donner vie à des personnages comme ça de façon incroyable, quoi. C'est un métier. C'est un métier. Bref. Bon, bah, je trouve que ça fait un bon début, sauf s'il y a d'autres questions. Je vais aller voir déjà s'il y a encore du monde. J'arrive pas à comprendre pourquoi il me dit no data, parce que j'ai un petit compteur qui devrait me dire le nombre de personnes que j'ai là. Et en fait, il me dit no data. Donc je sais pas combien de personnes j'ai. Il faut que j'aille voir, il faut que j'aille regarder le nombre de personnes. Ah, mais il y en a 6. Vous êtes 6 à regarder. Ah, je vais peut-être pas m'en aller comme ça alors. Si vous avez des questions, c'est le moment si vous avez des questions. Si vous avez des questions, c'est carrément le moment.
Ça fait quand même 48 minutes que ça dure. On s'en rend pas compte, hein, mais ça passe vite. Alors si vous avez des propositions, que vous avez envie de savoir comment faire tel ou tel truc, c'est le moment. J'attends les questions en chat. Il n'y en a plus? Après, j'ai souvenir que Blender peut ajouter des squelettes automatiquement à certaines formes humanoïdes. Ouais, alors Blender pour l'instant pas trop tout seul, mais il y a des plugins qui font ça. Des plugins plus ou moins payants, des petits modules. Alors euh, tu mets ta bestiole toute rigide, pas animée. Tu dis où sont les yeux, où est la bouche, où sont les bras, etc. Et le truc réussit à te fabriquer un squelette que tu peux après utiliser pour animer l'objet. Ça fait gagner du temps. Et alors je vois quelqu'un qui, Johan me dit, oui j'avais posé une demande plus tôt. Une demande de quoi? Je sais pas. Bref. Donc alors les autres, il n'y a plus de questions. Je ne sais même pas si j'ai encore 6 personnes. Peut-être que vous en avez marre. Parce que j'ai toujours 6 personnes qui regardent. C'est quand même. C'est beaucoup. Je ne vais pas fausser compagnie à 6 personnes sans avoir demandé la permission. On appelle ça prendre son congé. Bon, alors si vous n'avez pas d'autres questions, je peux vous donner d'autres idées de trucs qui vont avoir lieu la prochaine fois. Euh, Perso, aucune, me dit Fan. Bon, forcément, le Python, c'est intéressant quand on a automatisé des tâches nombreuses, comme par exemple avec plein d'objets. Donc forcément, ça va se faire. Euh, ça va se faire la prochaine fois, ça. Euh, mais après, ça a quand même vite fait d'être touffu. Alors, ceux qui veulent suivre ça peuvent tout à fait aller voir sur la chaîne officielle, sur Matmana, les tutos. Euh, parce que les tutos qui reprennent ça vous permettrait de bien piger le truc. Alors, donc, je vois une autre question de Johan. Est-ce que tu pourrais nous montrer comment tu fais des déplacements avec des courbes de fonction? Bah, en fait, c'est exactement ce qu'on a fait. Euh, parce que là, on a fait un déplacement avec une courbe de fonction. Mais, et là, c'est la suite de ta question qui précise le truc, de façon non linéaire. Parce qu'effectivement, tu as remarqué que le mouvement, il est linéaire, il est sur une droite, ce qui est quand même un peu pauvre. Donc ça, en fait, c'est une bonne question, effectivement. Eh ben, c'est simplement parce que j'ai modifié que le coordonné en Z qui est là. J'ai modifié que la hauteur. Si en même temps, je modifie un autre coordonné, comme par exemple le coordonné Y, que je lui mets une transition, bah, par exemple, je vais lui mettre une grosse transition. T. Moi, c'est une question intéressante, donc on va rester. Euh, donc, à quel endroit je vais la mettre, pour quel frame? Je vais la mettre en 20. Puis je vais la faire assez lente pour qu'on voit le mouvement un peu sur toute l'animation. Donc je vais mettre un 0,1 fois. Donc ça va ralentir le truc. Il va être 10 fois plus lent. Je veux que ce soit une transition quand même un peu importante, donc je vais multiplier par 4. Voilà. Donc en gros là je vais avoir un mouvement qui va être non seulement en Z et en plus en Y. Donc on va plus avoir un mouvement linéaire. Alors, vous pouvez aussi avoir des mouvements linéaires si vous faites bouger X, Y, Z, mais si, dans ce cas-là, il faut les faire bouger proportionnellement. Et là, c'est pas le cas. Là, je ne vais pas les faire bouger proportionnellement, c'est des courbes qui sont complètement indépendantes. Si je vous les représentais dans Desmos, vous verrez que les trucs sont différents. Et donc là, si je le fais, je le lance, je vais regarder dans le layout. Oh, il est où mon objet? Il est là. Je retourne au début. Vas-y, montre-moi ce que ça donne. Ah, il est où? Ah, ouais. Je suis un peu déçu. Elle est où ma transition? Ah oui, si, il bouge un tout petit peu. Alors, c'est vraiment au début, on le voit un petit peu. Attendez. Voilà, ok.
Voilà, on voit un petit peu au début il est parti vers la droite. Bon, mais c'est pas, c'est pas assez sexy pour moi. Je vais finir en beauté avec un truc un peu plus spectaculaire. Et je vais vous faire un mouvement hélicoïdal, c'est-à-dire qu'en fait, en X et Y, je vais faire un mouvement circulaire et il va monter en faisant des à-coups, ce qui fait que ça va faire une espèce de tire-bouchon. C'est le mot que je cherche. Pourtant, un mot fondamental de la langue française. Euh, et donc là, ça va être assez marrant. Donc, alors pour ça, j'aurai pas le temps de tout vous expliquer, bien sûr. Je vais utiliser les fonctions cosinus et sinus. Vous pourriez très bien comprendre ça en regardant le tuto sur cosinus et sinus qui est aussi sur la chaîne officielle Mathmana. Et donc je vais mettre frame divisé par 3 par exemple. Donc là je suis en train de bidouiller mon x et mon y pour avoir ces mouvements rotatifs. Donc il me faut du cosinus sur le x, du sinus sur le y, parce qu'en fait, pour vous le dire vite, un cosinus et sinus, en gros, c'est les coordonnées des points du cercle. Donc c'est vachement simple, en fait, euh, d'obtenir un mouvement circulaire avec ces fonctions-là. Euh, donc je remonte un peu le code. Donc deux fois, c'est pour que le mouvement il soit un peu ample. Cosinus tout seul, c'est moins 1. Je multiplie par 2, ça sera moins 2. Math, cosinus, je suis obligé de mettre math à chaque fois, sinon Python, il ne connaît pas cosinus. Frame, c'est le temps qui passe. Divisé par 3, j'ai ralenti le temps x 3 pour que la vitesse soit pas trop rapide. Ça faudra sûrement l'ajuster. Je lance le truc et je vais voir ce que ça donne. Mon tire-bouchonnage. Il est où mon objet? Bon, je retourne là. Voyons voir. Et voilà. Et donc là, ça fait un truc complètement dingue. C'est-à-dire que je mélange en hauteur mes petits sauts et mon mouvement hélicoïdal. Bon, il est peut-être un peu rapide. Hein. Si je voulais finasser, je le ferais un peu plus lent. Parce que là, c'est un peu hop, top, top, top. Et là, il commence à sautiller. Voilà. Paf. Donc là, ça répond, je pense, à la question de Johan. Et forcément, je me demande combien il y a de gens qui regardent ça. 5. Il y en a un qui s'est barré. C'est quelqu'un qui visiblement n'a pas aimé mon tire-bouchon. Je sais pas pourquoi. Bref. Bon. Euh, Parfait. Alors, le truc, c'est que. Oui, bon, là, c'est mon deuxième live, en fait, parce que j'ai fait un live test tout à l'heure, euh, qui a été particulièrement bordélique, au point que je l'ai effacé. Celui-là, il est un peu moins, je pense que je vais le garder, parce qu'il y a quand même, ça a quand même un peu de sens. Merci à vous pour les questions, qui m'ont quand même amené à faire des trucs marrants. Euh, et puis, merci, Johan. Et puis, donc, à bientôt. Je sais pas, en fait, je sais pas du tout à quelle vitesse je dois faire des lives. Le fait est que c'est marrant, c'est sympa. Il faut que ça aide à propulser la chaîne. Alors, comme vous le savez, la principale inquiétude maintenant, c'est que j'ai lancé un Tipeee qui va se finir début octobre. Et il faut forcément que j'amène des gens sur la chaîne qui vont soutenir, supporter, comme on dit en anglais, donc qui vont soutenir la chaîne et soutenir l'effort. Euh, Poiscouille, tu cuisines en même temps. J'espère que je vais pas faire foirer le repas de ce soir. Si ta compagne et tes chats attendent que tu fasses la bouffe correctement et que tu foires tout et que tu brûles tout à cause de moi, je vais m'en vouloir. J'espère que non. Bref, ouais, donc le challenge, c'est quand même d'amener un petit peu de monde, donc je vais voir ce que ça va donner. Euh, je vais essayer aussi probablement de faire ces lives en même temps sur Twitch. Et puis voilà. Bon, bah merci à vous. Alors le truc drôle, c'est que je sais même pas comment arrêter. J'espère que je vais trouver. Ah, il y a un bouton End Podcast. Ah, tu gères pour la bouffe. Très bien. Bon, il y a du lag, donc je ne saurais pas ce que tu faisais à manger. Ah, vous dînez tôt. C'est bien. Bon, bref. Et puis, ça serait marrant aussi de faire des lives où je bosse pas, quoi. Où je discute aussi. Parce que c'est exténuant, ça. Johan qui me dit un par semaine, je pense que ça peut être sympa. Avec le sujet voté dans la semaine parmi les choix de propositions. Euh, ouais, je pense que je serais tenté d'en faire plus que ça, carrément. Euh, Déjà, il y a une autre raison, c'est que
plus t'en fais, moins t'es mauvais. Alors, elle, Marcel me dit en Twitch, ça peut booster la visibilité. Et en fait, c'est ce que me disait aussi Poiscouille. Et je crois que justement, c'est tentant parce que c'est pas très dur. Il y a juste un petit bouton. Tu appuies sur un bouton euh, dans OBS, le logiciel qui permet de faire ces lives, c'est pas très compliqué d'envoyer à la fois sur l'un et sur l'autre. Donc je vais le faire. Donc en faire beaucoup, ça me permettra d'être moins mauvais, d'avoir un meilleur feeling sur ce qui intéresse les gens et ce qui les intéresse pas. Euh, donc je crois que je vais sûrement arriver à en faire un peu plus que ça. Peut-être pas un par soir, mais allez savoir. Sur d'autres sujets. Donc ça serait bien d'en faire un la prochaine fois. Donc comme je vous le disais, en animant plusieurs objets. Mais en même temps, il y a un autre truc moi, qui me motive, c'est discuter euh, avec vous d'autres sujets, comme ceux qui étaient dans le sondage, là, donc que ceux qui fréquentent la chaîne principale Matmana ont pu voir. Euh, donc il y a des gens qui veulent discuter par exemple d'orientation professionnelle à l'âge de l'IA. Moi ça me passionne d'avoir les avis des gens, de savoir ce que vous pensez de ça. Merci El Marcel pour le projet. Ça me, ça me passionne de savoir ce que les gens commencent à sentir et ce que les gens commencent à avoir dans la tête à propos de ce problème des futurs boulots de demain, plutôt des boulots qu'on n'aura peut-être plus. Bref, euh, à bientôt. Je commence à sentir la fatigue, comme on dit dans les bronzés fonds du ski, je ne sais pas si vous l'avez vu. Bref, enfin, les personnages qui disaient ça le disaient pour autre chose. Moi, je vais manger, hein, simplement. Soyons clairs. Alors, alors là, je voulais m'en aller, mais El Marcel me pose une question super pertinente. Je peux plus m'en aller du coup. Alors, est-ce que ça serait pas pertinent de faire sur ma chaîne principale? J'ai peur de la flinguer en fait. Euh, pour l'instant, à chaque fois que j'ai fait un truc un tout petit peu différent, ça m'a flingué ma chaîne principale. Quand j'ai fait des tutos Python, ça a flingué. Quand je fais des trucs face caméra un peu plus philosophiques sur l'IA, les résultats sont absolument minables. Donc là, en fait, j'ai pas de tension, je flippe pas ma race parce que j'ai vraiment flippé ma race. C'est un boulot flippant quand tu commences à regarder les courbes et que le matin tu te lèves à 7 heures, que le premier truc que tu fais, tu te grattes même pas le cul. Le premier truc que tu fais, tu attrapes ton téléphone et tu regardes, ah, j'en suis où? Bref, donc je la fais cool. Je fais ça sur ma chaîne Matt Moutarde. Mais mais tu as peut-être raison. Alors, Johan me dit, donc il faut s'occuper de la latence pour fluidifier la conversation. Je vais voir ça. Il y a peut-être un truc technique. Euh, bon, c'est la première fois. Bon, les enfants, je suis crevé. Merci beaucoup d'avoir été là pour la première. Pour moi, c'est pas loin d'être un moment historique. Et donc, je vous dis à très bientôt.